Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de récapitulatif militaire. Dans cette vidéo, nous allons aborder les événements les plus marquants des 12 dernières heures. Nous avons de nombreuses mises à jour très intéressantes, alors commençons. Nous arrivons probablement à la phase la plus cruciale et décisive de l'opération militaire spéciale. Les signaux provenant de la ligne de front, de Moscou, de Washington, de Londres et de Paris indiquent qu'une bataille majeure est sur le point de commencer. Cette confrontation générale entre les forces blindées ukrainiennes et l'armée russe déterminera incontestablement les conditions et les règles du règlement du conflit entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Pourquoi cette bataille décisive pourrait-elle débuter dès la semaine prochaine, ou pourquoi une autre offensive russe de grande envergure est-elle attendue? La raison principale est que la Russie entre dans une période stratégique marquée par de nombreuses célébrations nationales. L'une des fêtes les plus importantes du pays est la Pâque orthodoxe, qui aura lieu le 20 avril 2025, soit dans moins d'un mois. Juste après, les Russes célébreront les fêtes du début mai, notamment la journée de la victoire et plusieurs autres événements marquants pour la Fédération de Russie. Par ailleurs, selon plusieurs sources, certaines personnalités américaines, dont Donald Trump, pourraient être conviées aux célébrations de la victoire, qui ont généralement lieu le 9 mai sur la place Rouge. Il est donc peu probable que des opérations militaires d'envergure soient menées par la Russie durant cette période. À l'inverse, l'Ukraine pourrait chercher à perturber ces festivités en intensifiant ses attaques autant que possible. Toutefois, entre le 20 avril et le 9 mai, l'activité militaire russe devrait être relativement réduite. Cela signifie que la Russie dispose d'une fenêtre d'opportunité limitée, entre le 21 mars et le 19 avril 2025, soit seulement 2 mois pour renforcer significativement sa position et obtenir un maximum de gains. Les signaux en provenance du front indiquent clairement que la Russie s'apprête à lancer son offensive. Celle-ci pourrait être déclenchée demain, aujourd'hui, ou encore lundi, mais tout laisse penser qu'elle aura lieu dans les 6 à 7 prochains jours, voire un peu plus, en fonction des objectifs stratégiques et tactiques définis par Moscou. Nous observons également de nombreux signaux en provenance de l'Ukraine. Durant les dernières 12 heures, la Russie a mené une attaque massive de drones sur l'ensemble de la ville et de la région d'Odessa. De multiples explosions ont été enregistrées, et les autorités ukrainiennes affirment que la Russie bat ses propres records, n'ayant jamais autant bombardé Odessa depuis le début de l'opération militaire spéciale. Par exemple, ces dernières nuits, entre 15 et 30 explosions ont été recensées à travers toute la ville. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la Russie cible Odessa aussi intensément. Si l'on compile les données depuis début mars, nous constatons une augmentation significative des frappes russes dans cette zone, notamment des attaques de missiles Iskander, des frappes aériennes et des bombardements au sol. La question est donc de savoir pourquoi Moscou se concentre autant sur cette région. D'après diverses sources, Londres et Paris tentent de réarmer l'Ukraine au maximum avant la prochaine grande offensive russe. De plus, il est probable que les États-Unis réduisent leur soutien militaire à Kiev, laissant ainsi la France et le Royaume-Uni comme principaux fournisseurs d'armes. Aujourd'hui même, Emmanuel Macron a déclaré « Nous finaliserons notre travail pour soutenir l'armée ukrainienne et établir un modèle militaire durable afin de prévenir toute incursion future de la Russie ». Jeudi prochain, à Paris, nous organiserons un sommet de la coalition des volontaires en présence du président Zelensky. Il est donc clair que la France entend poursuivre son aide à l'Ukraine, et cela se traduit déjà par des actions concrètes. Des déclarations similaires émanent également de Londres. Le Premier ministre britannique encourage Kiev à maintenir son plan de paix, tout en accélérant les livraisons d'armes afin de permettre à l'Ukraine de tenir ses positions face à l'offensive russe imminente. Un autre point important que je voudrais souligner est que Zelensky ne se trouve pas en Ukraine. Par exemple, sur cette carte, nous l'avons maintenu à Kiev, mais selon les informations récentes, Zelensky parcourt actuellement toute l'Europe. Il s'est rendu en Pologne, en Finlande, et en ce moment, il est en Norvège. Il est très probable qu'il poursuive son voyage à travers tout le continent, car il sait qu'il est trop dangereux pour lui de rester à Kiev. Comme nous l'avons évoqué hier, Zelensky lui-même n'est pas certain de pouvoir conserver son pouvoir encore un mois, jusqu'en avril. La situation est donc extrêmement délicate. Les pays européens tentent de le maintenir aussi loin que possible de l'Ukraine et de la zone de danger, tout en l'approchant des zones sécurisées comme la France ou le Royaume-Uni. Dans chaque pays européen qu'il visitera, il recevra bien entendu du soutien supplémentaire sous forme d'aide militaire et logistique. Un autre élément crucial concerne la situation sur le terrain. Il est évident que la Russie a mis en place une stratégie bien définie pour poursuivre son opération militaire et déterminer ses prochaines offensives. Selon les dernières mises à jour, il est fort probable que l'armée russe lance une nouvelle offensive dans les prochains mois en direction de Konstantinova, car nous avons reçu de nombreux rapports en provenance de cette région. Si nous analysons les données depuis début mars, nous constatons une intensification des attaques russes sur le territoire de Slaviansk. Les Russes ont rapporté qu'au cours des derniers mois, ils ont réussi à détruire ou endommager de nombreuses positions ukrainiennes, y compris des quartiers généraux des forces spéciales et des services de renseignement.
Par exemple, dans cette vidéo, nous voyons comment les Russes ont identifié la position de la 18 brigade blindée ukrainienne, et ce point de déploiement temporaire a été détruit par une frappe Iskander ou une attaque de bombe FAB. Une autre vidéo montre une opération dans la ville de Kramatorsk, où l'armée russe a localisé le quartier général du commandement du groupe tactique de Lugansk. Une frappe Iskander a ciblé cette position, entraînant la destruction du centre de commandement et la mort d'environ 25 officiers ainsi qu'une trentaine de soldats de sécurité. L'objectif des Russes est de décapiter le commandement ukrainien dans cette région afin de désorganiser ses forces et de préparer une offensive à grande échelle. Je rappelle que ces derniers jours, nous avons reçu de nombreuses informations importantes, et probablement l'une des plus significatives est que, selon le groupe de forces Ouest, les Russes ont progressé jusqu'à la localité de Yampil. Par ailleurs, plusieurs rapports confirment que l'armée russe a mené une offensive sur Vasiukivka il y a 3 ou 4 jours, mais nous n'avons pas encore reçu de nouvelles précises sur l'évolution de la situation dans cette zone. Tout porte à croire que Moscou prévoit de prendre Siversk en l'encerclant. Si les Russes parviennent à couper le saillant et à isoler cette zone, la bataille pour Slaviansk pourrait alors débuter. En parallèle, l'armée russe poursuit ses attaques en direction de Konstantinova. Aujourd'hui, nous avons reçu une vidéo montrant comment les forces russes ont percé les défenses ukrainiennes dans le village de Tarasivka. Cette vidéo, publiée par des sources russes, illustre un combat rapproché intense entre les deux camps. Selon les informations disponibles, la bataille a été remportée par les Russes, ce qui leur a permis d'ajuster leur position et de progresser dans la partie sud du village. Je rappelle également que ces derniers jours, l'armée russe a significativement amélioré ses positions au nord de Drobichev, le long du canal de Siversky Donets. Bien que nous ne recevions plus de mise à jour sur leur progression, tout indique qu'ils poursuivent leur avancée et consolidant leurs gains. Enfin, la ville de Krasnohorivka reste un point stratégique, et comme on peut le constater, les Russes se concentrent principalement sur le secteur sud de cette zone en bombardant et en frappant les points de déploiement temporaires et les entrepôts des forces blindées ukrainiennes. Les Russes vont très probablement tenter de poursuivre leurs attaques depuis les directions sud, en avançant depuis les villages de Vasiukivka vers Fedravkivka, puis en continuant vers Pavlivka. Bien sûr, nous attendons toujours des mises à jour supplémentaires concernant la situation à Yampolivka, mais pour l'instant, nous n'avons reçu aucune confirmation. Passons maintenant à une autre direction stratégique, l'axe de Soumy. Cette région pourrait devenir un autre front majeur où la Russie pourrait lancer une offensive de grande ampleur ou déclencher une bataille décisive. Au cours des dernières 24 heures, nous avons reçu de nombreuses informations importantes. Tout d'abord, concentrons-nous sur la direction de Bilohorivka. Aujourd'hui encore, nous avons reçu plusieurs rapports indiquant que l'armée russe a bombardé et attaqué les forces ukrainiennes impliquées dans cette zone. De leur côté, les Ukrainiens continuent d'envoyer des renforts afin de soutenir ce secteur et probablement de préparer leur propre offensive. Cependant, si vous me demandez mon avis, j'aimerais poser une question intéressante sur cette situation. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, les Ukrainiens ont tenté à plusieurs reprises d'attaquer les positions russes, mais ils ont généralement choisi des secteurs où ils étaient certains que les défenses russes étaient les plus faibles. Ils ont commis plusieurs erreurs stratégiques par le passé, notamment à Zaporizhia, dont le choix comme axe d'attaque reste difficile à expliquer. Lorsque les Ukrainiens ont attaqué Souja, ils n'ont rencontré aucune résistance significative de la part des Russes dans les premiers jours. Mais aujourd'hui, en attaquant dans la direction de Bilohorivka, nous observons une résistance russe très forte. Par exemple, au cours des dernières 24 heures, rien que sur ce front, les Ukrainiens ont perdu plus de 160 soldats lors de divers affrontements dans plusieurs localités. Un autre point crucial est qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de l'opération ukrainienne, plusieurs sources pro-ukrainiennes très fiables ont rapporté que les forces ukrainiennes avaient réussi à pénétrer dans le village de Dimidivka par le sud-ouest. Pour l'instant, nous ne mettons pas à jour la carte, mais selon ces mêmes sources, le premier groupe de reconnaissance ukrainien a réussi à s'implanter dans la partie sud-ouest et à renforcer ses positions. Je ne dis pas que les Ukrainiens avancent de manière significative ou qu'ils remportent un grand succès, mais plutôt que les Russes étaient prêts à cette offensive. Mieux encore, il est possible que ce soit les Russes eux-mêmes qui aient planifié une attaque dans la direction de Soumy. Ainsi, toutes ces tentatives ukrainiennes ont un objectif précis, maintenir une zone de friction et se rapprocher autant que possible des positions russes afin de perturber une éventuelle offensive russe sur Soumy. De plus, nous avons reçu un rapport important concernant la localité de Krasnopia. Selon des sources ukrainiennes, les autorités ont annoncé une évacuation d'urgence de ce village. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette décision. Les Ukrainiens ont besoin d'un espace pour déployer leurs troupes et abriter leurs soldats, ce qui explique pourquoi ils demandent aux civils de quitter la zone. Les Ukrainiens pensent que les Russes vont attaquer cette région, et ils cherchent à éviter des pertes civiles massives. Lorsqu'on parle de cette direction possible pour une offensive russe, on remarque que cet axe présente un avantage stratégique majeur, les chemins de fer.
Si les Russes parviennent à contrôler ces territoires, ils pourront rapidement restaurer la connexion ferroviaire entre cette région et le reste de la Russie. Grâce à ces infrastructures, ils seraient en mesure d'améliorer considérablement leur logistique, garantissant un approvisionnement constant en matériel et en renfort. Enfin, à partir de ces positions, les Russes auraient également la possibilité de couper les lignes ferroviaires reliant Soumy à Kharkiv. Ainsi, ces attaques ukrainiennes ne visent peut-être pas à percer en profondeur dans le territoire russe, mais plutôt à empêcher un désastre stratégique que Moscou pourrait provoquer sur ce front. Lorsqu'on parle de la région de Soumy, les forces russes poursuivent leur opération de nettoyage. Nous continuons de recevoir différentes mises à jour et vidéos montrant comment les Russes attaquent et détruisent les véhicules et équipements ukrainiens tout au long de la ligne de contact. Nous recevons également de nombreuses vidéos montrant les trophées de guerre capturés par l'armée russe dans cette zone. Comme vous pouvez le voir, un autre véhicule Max Pro, entièrement intact, a été saisi par les Russes. De plus, un Hummer a été capturé. Mais le plus important reste sans doute la prise de 2 chars Abrams, totalement indemnes, par les forces russes au cours des dernières 24 heures. C'est un trophée de guerre significatif pour les forces blindées de la Fédération de Russie. Du côté ukrainien, l'information la plus marquante provient de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Une vidéo montre une attaque qui a détruit le système de transport de gaz longeant la frontière. Les Russes affirment que ce sont les Ukrainiens qui ont détruit cette infrastructure. Ce matin, les Ukrainiens ont publié plusieurs rapports affirmant que ce sont les Russes qui en sont responsables. Cet événement est particulièrement important, car il ne s'agit pas simplement d'une infrastructure de transport de gaz touchée par les combats. C'est une installation énergétique clé de la Russie. Il y a quelques jours, Donald Trump avait réussi à faire accepter aux Russes et aux Ukrainiens une interdiction des attaques contre les infrastructures énergétiques. Et aujourd'hui, le 21 mars 2025, nous voyons que l'un des deux camps, les Russes ou les Ukrainiens, a violé cet accord de cessez-le-feu. Cette violation pourrait servir de prétexte aux Russes pour se retirer du processus de paix et relancer leur offensive en profondeur en Ukraine. Autre mise à jour importante. Les Russes poursuivent leur offensive dans la région de Zaporijia. Selon différentes sources pro-russes, le village de Lapko a été repris par les forces russes. Au sud, les Russes ont amélioré leur position à proximité du village de Novopil. Au nord-ouest, à partir de Velika Novosilka, les Russes ont sécurisé des territoires autour du village de Zaporijia. C'est tout pour cette brève mise à jour du jour. Et souvenez-vous, nous condamnons toute forme de violence dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un j'aime, rejoignez-moi sur Patreon, et passez une excellente journée, mes amis.